Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot. Salut Rémi, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Super, aujourd'hui on parle de PIM. On est dans la semaine du Black Friday, ce sera diffusé sûrement la semaine prochaine, mais on sera encore dans les courses de Noël et on va parler PIM pour Product Information Management, donc un outil qui doit être connecté au CRM. Mais avant cela, je vous accueille dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de satisfaction et plus de reventes. Ceci étant dit, tu peux nous préciser un peu plus ce qu'est un PIM et à quoi ça sert ? Donc un PIM, en fait, il gère l'information produit. Quand on parle de l'information produit, on peut juste penser d'information produit linéaire, mais souvent, en fait, vous pensez que derrière l'information produit, on a beaucoup de degrés de complexité. On a ce qu'on appelle les produits dérivés, c'est-à-dire vous avez t-shirt en taille jaune, vert, etc. Et donc toutes les déclinaisons produits. On a des produits complémentaires, les produits adjacents, les produits substitutifs, les pièces détachées, qui sont en fait à la fois les produits, mais toutes les informations qui vont avec. Et puis au-delà de ça, une fois qu'on a ces informations de produits unitaires, on a les packs. Et puis, on a les familles de produits. Par exemple, les gammes de produits qui font qu'on a un ensemble de choses qui sont cohérentes entre elles. Et notamment, quand on a, que ça soit dans tout secteur, par exemple, dans le mobilier, on peut avoir la chaise qui est accordée avec la table, qui est accordée avec le bureau, qui est accordée avec l'armoire, peu importe. En fait, c'est toute cette cohérence et toute cette gestion de l'information produit qui est complexe et qui est gérée au sein d'un PIM. Après, d'un PIM à l'autre, on peut être plus ou moins ambitieux. C'est-à-dire tout le monde est d'accord pour se dire, OK, on a ce référentiel et on a une source de vérité de qu'est-ce que j'ai comme produit en catalogue. Maintenant, d'une architecture à l'autre, certains vont dire, OK, on a un référentiel produit, mais les prix sont ailleurs. C'est-à-dire, on va mettre les plans tarifaires et la gestion des tarifs et coûts d'acquisition des stocks en dehors du PIM. D'autres vont dire, au contraire, j'ai un PIM qui est plus holistique et j'ai envie d'avoir tout dedans. Mais pareil, en fait, quand on parle international, on va avoir le même sujet de où est l'enrichissement de la fiche produit, où est l'information complémentaire des traductions de produits, ce qu'on appelle le haut de la page quand on fait la distribution sur les sites e-commerce. Eh bien, en fait, ça, d'une architecture à l'autre, certains vont être directement dans le PIM, d'autres vont ne pas l'être. Puis, il y a encore toute la gestion des packs, la préparation de commandes et toutes les informations associées au stock, etc. Juste pour que je comprenne bien, tout le monde n'a pas de PIM. Il y a plein de gens qui n'ont pas de PIM, qui ont un e-commerce, qui font des devis. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de PIM et à quoi sert un PIM en plus quand on en met un ? Alors, tu as beaucoup de grands groupes, y compris dans le retail, qui n'ont pas de PIM. Parce que la gouvernance se fait différemment et parce qu'ils ont préféré intégrer à leur ERP ou à leur Warehouse Management System, donc à leur gestion d'entrepôt, ces informations de produits. Et donc, le PIM est dissolu fonctionnellement dans d'autres objets du SI. Mais le gros avantage d'en avoir, c'est quand on a en fait une vraie logique de mise en avant de produits, de chef de produit, et on a une vraie logique de mise à jour et de gestion d'un catalogue dans lequel on a envie de faire évoluer, et puis on a des problèmes de certification, un problème de structuration des données. Par exemple, des produits qui sont certifiés CE, des produits dans lesquels il faut des informations de certification de chantier ou peu importe. En fait, un PIM, il permet d'avoir une donnée très structurée en amont. Certains vont se dire, c'est pas grave, on va le mettre dans de l'ERP très structuré associé à la GED. D'autres vont se dire, tiens, on va le mettre dans du WMS associé à la GED plus un plan tarifaire. Mais d'avoir quelque chose qui est très product-centrique, plus on est en amont et dans la construction et plus on aura besoin d'un PIM, et parce qu'on est aussi dans la conception produit, plus on est en aval dans la distribution, plus un PIM va faire gagner du temps parce qu'on va avoir un vrai sujet de pouvoir faire des catalogues de produits tiers, la distribution produits tiers, et en fait, et d'avoir une vraie logique de plan commercial et de stratégie produit. Et donc, ce PIM-là, comment tu l'intègres au reste de l'écosystème, en particulier avec HubSpot, c'est les aventuriers d'HubSpot, mais aussi avec un CPQ, avec le RP, à quoi ressemble une architecture avec un PIM ? D'abord, dans le PIM, tu as à un moment donné ou un autre, il faut un tarif. Donc, tu as coût d'acquisition, mais tu as aussi prix de vente. Ça, c'est la première chose. Et après, tu vas avoir deux approches. Le coût d'acquisition, c'est-à-dire le coût d'achat du... Coût de production, coût d'achat du produit. Tu l'as dans le PIM ?
La plupart du temps, tu l'as dans le PIM, parce que le PIM va t'enrichir. Après, c'est encore une fois, c'est avec moi d'une architecture à l'autre. Mais la source de vérité des produits et du coût d'acquisition, et notamment aussi des écotaxes et autres, souvent se retrouvent dans le PIM. D'accord, donc ça va te servir aussi pour de la compta analytique, en fait. Exactement. Et puis le reversement des écotaxes et autres. Il faut pas oublier. Oui. Et qui est important dans l'e-commerce. Ça, c'est non négligeable en termes de pourcentage du résultat à la fin de l'année. Dans le CRM, tu vas avoir deux approches différentes quand tu es en B2C ou en B2B. En B2B, la plupart du temps, tu es à vendre du produit, mais ces produits sont complexes. Et puis, certains produits peuvent ne pas être dans le PIM. Quand je dis certains produits ne sont pas dans le PIM, la plupart du temps, ce sont des services. Donc, le transport, le montage, la pose, des services comme ça ne sont pas dans le PIM parce qu'ils ne sont pas associés à des produits physiques, mais sont associés à des services à valeur ajoutée à côté. Mais globalement, tu vas avoir de la relation entre, quand tu es en B2B, entre ton PIM et ton CRM, bah, ça va être en fait un outil, ton CPQ va faire le lien entre les deux, qui va les récupérer ton information produit, qui va te composer en fait une offre cohérente par rapport et avec un plan tarifaire associé pour ton produit, te faire générer ton devis. Quand ton devis sera signé, bien entendu, ça va retomber derrière dans ta gestion de stock, dans ta logistique et peu importe, et dans ta prod. Dire, on est sorti du monde du PIM, on est déjà dans le monde de la delivery. Le PIM va être la bonne source de vérité pour ces informations-là. Attention, le PIM est rarement seul, c'est-à-dire que les informations de stock, les informations de délai de livraison, de délai de réassortiment sont souvent pas dans le PIM, mais à côté. Donc, ça veut dire que pour faire une offre cohérente en B2B, la plupart du temps, on va avoir pas une source, mais deux sources de vérité pour le CPQ qui va te permettre de donner le résultat final. En B2C, c'est beaucoup plus simple. B2C, en fait, tu as ton référentiel produit, ta source de vérité. Ça veut dire que tu es capable d'adresser dans tous tes canaux, que ça soit du e-commerce, souvent un PIM a des connecteurs et des sous-systèmes de e-commerce, dans tes mailings, dans ta connaissance produit, tu vas avoir en fait quelque chose qui est beaucoup plus lean. Mais en fait, on a toujours tendance à dire que ce sont les commerciaux et les marketing et support clients qui sont les premiers consommateurs du CRM. Faut pas oublier que derrière, il y a quand même aussi une catégorie de personnes qui est un grand consommateur de CRM, c'est le responsable produit. Pourquoi? Parce que c'est le responsable produit qui regarde en fait les critères d'appétence et qui est capable de voir qu'il y a la corrélation entre la vente de certains produits et autres. C'est le responsable produit qui va essayer de faire de la vente de produits additionnels et donc de produits associés, qui va essayer éventuellement de gérer les problématiques de stock de pièces détachées, qui va gérer la satisfaction et qui va connaître la satisfaction client de ces produits, notamment quand on va voir les avis, quand on va voir le support derrière post-vente, c'est là on va avoir la vraie information de OK, mon produit là, il se vend bien et j'ai bien mis en tête de gondole sur mon site ou sur mon magasin physique, tout va bien, les ventes se passent bien, mais après quel est le retour, quel est l'avis des clients sur le produit? Et on sait qu'aujourd'hui c'est critique dans l'acte de vente, notamment en B2C. Et puis derrière, quel est le support et le coût de gestion derrière, et éventuellement, pour le pire du pire, on a aussi des fois ce qu'on appelle des rappels de produits, parce que on a des problématiques d'exploitation de ces produits-là. Bon, ça s'aperçoit qu'il y a des incidents qui vont faire des rappels de produits. Donc les retours, ça, c'est aussi un truc fondamental. Donc au-delà des sales, des markets et des supports qui sont consommateurs du CRM, un bon responsable de produit, il regarde au quotidien son tendanciel de vente, son tendanciel aussi par rapport à sa concurrence, parce qu'un CRM est riche d'informations pour dire dans quelle région je vends et quels sont les produits concurrents par rapport à ce que j'ai, les autres gammes, et quelles sont les gammes qui marchent le plus, quelles sont celles qui sont plutôt en tendance haussière de mode versus celles qui sont en tendance baissière. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental en termes de logique. Et puis, c'est aussi toute la connaissance de se dire, OK, j'ai quel taux de panier abandonné? Quand j'ai beaucoup de paniers abandonnés où j'ai beaucoup de questions dans l'acte de vente et dans le pipe d'achat sur un produit, ça veut dire que ma fiche d'information n'est pas bien faite. Ça veut dire qu'il manque une information pertinente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à compléter ou à enrichir de façon à avoir un meilleur engagement et un meilleur suivi derrière. Très clair, cette importance du responsable produit dans l'utilisation du CRM et du PIM, bien sûr. Tu m'as parlé aussi de PIM Last et de PIM First. À quoi ça correspond? Globalement, il y a un vrai sujet d'architecture. En fonction des technologies, il y a plein de PIM. Je n'ai pas la peine de citer des Akeneo, Quebo et tous les autres.
y a énormément... Kenéo, qui est un gros acteur français reconnu dans l'écosystème. Tout à fait. Kenéo est un acteur français reconnu dans le système, mais objectivement, il y a une bonne quarantaine de PIM, on va dire, pertinents sur le marché, ou qui ont une part de marché non nulle sur le marché. En fait, quand on parle du PIM First, ça veut dire que plus on est, par exemple, dans la construction, plus on va être PIM First. C'est-à-dire, je conçois et j'ai la référentielle de mon produit. Et éventuellement même de toutes les pièces détachées qui constituent mon produit. Donc, toutes les pièces, c'est les vis qui sont utilisées dans mon meuble Ikea, qui se retrouvent dans mon PIM à un moment donné ou à un autre. Et donc, qui est vraiment, en fait, en amont, j'ai mon catalogue et la naissance de mon catalogue se fait à ce moment-là. Et éventuellement, je le connecte à des outils qui vont aller m'agréger des fournisseurs pour pouvoir avoir mon catalogue réel en temps réel, pour avoir un marketplace à la fois de produits en propre et de produits sourcés à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la logique du PIM First. Et je laisse toute la partie logistique, les stocks, les plans tarifaires, dans d'autres parties de l'écosystème, côté WMS, côté ERP, côté CPQ, etc. Là où on a en fait des logiques plus PIM-last, où en fait on a des PIM qui sont plus, eux, vraiment le moteur de l'e-commerce en tant que tel. C'est-à-dire, c'est carrément le PIM qui est la source de vérité des tarifs, des stocks, et j'ai pas besoin d'avoir de virtualisation de stock, j'ai pas besoin d'avoir de complexité forte sur la distribution. Et dans ces cas-là, en fait, mon PIM est beaucoup plus important dans le récit, parce que ça veut dire que ça devient la source de vérité en temps réel de ma commercialisation. Soit je suis PIM First, je travaille sur la source de vérité de mes catalogues produits, soit je suis PIM Last, c'est que non seulement j'ai mon catalogue produit, mais j'ai mes vecteurs de commercialisation. Des exemples d'intégration de PIM qu'on a pu réaliser? On en a fait plusieurs dans différents segments. En fait, faut se dire que la plupart des CRM ne sont pas faits pour porter un catalogue produit complexe. C'est-à-dire qu'au-delà de plusieurs milliers de produits, au-delà de plusieurs 3 ou 4 degrés de relation avec des tags, etc. dans les produits, la plupart des CRM du marché ne savent pas suivre et ils sont pas faits pour suivre. Donc, ça veut dire, c'est se connecter directement à des PIM qui vont te donner, en fait, la vraie source de vérité et être capable d'alimenter le CPQ pour avoir un plan tarifaire. Parfois, on s'est connecté aussi à des ERP. On s'est connecté à des ERP PIM, notamment des gens comme SAP ou autres qui ont au sein du ERP aussi des composantes comme Ibris ou autres qui te donnent en fait des informations plus compliquées de gestion de produit. En fait, c'est une affaire courante parce que un CRM n'est pas fait pour gérer l'information produit à la base. Merci beaucoup Rémi, tu as des éléments que tu veux ajouter? Oui, c'est un dernier, c'est qu'il faut pas oublier qu'un des grands vecteurs du PIM, c'est aussi le fait de pouvoir très facilement faire des e-catalogues et faire des catalogues sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a toujours tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire avec Meta sur les vecteurs de commercialisation de produits. Mais pour autant, en fait, c'est quelque chose qui est non négligeable et compris pour les grands groupes. Les grands groupes de luxe l'ont compris depuis très longtemps. Les groupes de taille intermédiaire, plus difficilement. Et pour autant, c'est quand même un vrai vecteur d'acquisition et de vente. Merci beaucoup, Rémi. Cet épisode des Aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors, après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Salut Rémi. Salut à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube et Deezer. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.